sans aucun projet, c'est juste qu'on avait l'occasion de tous choper ensemble, donc voilà. On s'est tous chopés ensemble. Ouais, il y a aucun sens, aucun projet, c'était Voilà, l'envie. c'est ça, c'est plaisir d'offrir. Voilà. Sauf que je sais, vous deux d'ailleurs, que vous avez un truc de méga spécialiste après. Ouais. Ouais. Vos projets, vous n'avez rien d'autre à faire le lundi après-midi quand vous êtes libre que de faire des réunions ultra techniques style on a nos caltos sous la main pour parler des derniers trucs des D5. Alors, je sais pas pour JB, mais si, moi j'étais en train de goûter la dernière mouture du Génépi de mon beau-père. Et puis voilà, j'accompagne ça donc d'une discussion sur le dernier playtest pour D&D, pour One D&D, effectivement. C'est une macérée ou c'est une distillée? Ah, macéré, 40 brins, 40 sucres, etc. Tout bien dans la tradition, 40 jours. Voilà. On se renseigne. Bon Génipi d'ailleurs ce week-end. Tu vois, être en Savoie, il tenait à nous. Bien, Et toi, Génipi. et toi, JB, alors, tu étais sur quoi, toi? Non, moi, c'est que je me fais chier dans la vie, tu sais, je sais pas, j'ai rien d'autre à faire, donc bon, j'enregistre des vidéos YouTube avec des mecs ivres-morts, donc voilà, Ah on s'occupe putain, comme on peut, hein. ça va être n'importe quoi et c'est génial. Ouais, ouais. Ce qui est donc avant que JB apparaisse, c'est qu'on enregistre, on en était au bilan de Wari pour le passage à Octogone. Ouais, Du coup, je oui, te fais répéter, mais ton Octogone alors? génial. Génial, vraiment très très bien. C'était la première fois que j'allais à Octogone. Et j'ai pu vraiment rencontrer des gens de la communauté de jeux de rôle passion, de la chaîne et du groupe Facebook. Et qui, dès le tramway, quoi, c'était assez sympa de voir, tu sais, des fois, il y a des regards un peu appuyés, quoi. Et les gens te regardent comme ça, et pourtant, on était loin de la convention, donc, tu vois, je sortais juste de la gare Lyon-Pardieu. Et puis, bon, tu sais, un petit smile et tout. Alors, tu te demandes un peu quel est le sens de cet échange silencieux. Et puis, finalement, la glace se brise. Ah, mais c'est toi, jeu de rôle passion, machin. Oui, oui, c'est moi. Et paf, dans les 5 minutes qui suivent, c'est parti. On est parti à parler de Donge. Ah non, mais moi, je suis resté sur AD&D2. Et qu'est-ce que tu penses de ceci? Bah, la magie, quoi. Et arrivé sur place, très belle ambiance. Samedi après-midi, ça a été l'occasion de faire un dungeon crawl classique qui était extra, qui s'est soldé par 3 morts sur 5 joueurs. Dungeon Crawl classique, quoi, bien sûr. Voilà, mais avec une ambiance, mais vraiment super, quoi. Et puis voilà, plein de gens hyper passionnés, bienveillants. J'ai pu voir plein de gens. Enfin bon, c'était super. Vraiment, moi, j'étais sur un petit nuage, quoi. Cool. Bah, moi aussi, c'était bien cool. Voilà, j'ai fait jouer des artistes beurrés. Et puis, donc, c'était absolument ingérable. D'habitude, je raconte pas les parties sur la chaîne, mais voilà, un truc digne du collège en termes de foutoir. Ils avaient une mission, ils ont réussi à faire la première rencontre gobelin qui devait être une rencontre d'interaction sociale qu'ils ont attaqué à la hache quand c'était un pauvre gobelin qui était en mode salut les gens, un gobe. Voilà. Et deuxième interaction, il tombe sur des Vistani et là le groupe s'est entretué parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient braquer les Vistani, tenter de les aider. Donc voilà, des auteurs de BD bourrés, en fait, il n'y avait pas besoin de scénar. Tu avais besoin de leur proposer deux trucs, puis tu les laissais foutre la merde. Tu m'étonnes, c'est des professionnels, hein. Ah ouais, Précise ouais, quand même, c'est Benoît, que toi, t'étais pas à Octogone, t'étais à un festival de BD, en ouais. fait, c'est ça? BD Chambéry, bah, je reviendrai dessus sur mon actu, mais ouais, du coup, je n'étais pas Octogone. J'ai fait le dissident. Voilà. Bon, ça ira pour cette fois? Ouais, ouais. Toi, j'y vais alors un week-end cuisine, t'as rien fait, quoi. Oui, j'ai fait les courses, j'ai fait à manger, j'ai un peu de ménage, tu sais, parce que j'avais envie de me faire un peu plaisir, tu vois, j'avais envie de briquer un peu. Donc, non, non, globalement, pareil, d'un point de vue ludique, ça a été très fort comme week-end. Alors attends, et c'est pas tout à fait vrai, hein. Je vais me permettre de rétablir la vérité. Samedi soir, dans ma chambre d'hôtel à Lyon, d'un coup, je reçois un message. Hey, t'as vu le playtest qui est tombé, etc. Donc, ça veut dire que le monsieur il était en train de se lire le playtest à peut-être 22 h, je sais pas quelle heure. Et moi qui regardais depuis des jours et des jours si le playtest tombait, qu'il n'y avait rien du tout, j'étais fané parce que il fallait que ça tombe pendant que j'étais sur Octogone, tu vois. Donc je lui dis, bah non. Et là, la réponse de Isler, quand il me dit, mais t'étais dans un hammam ou quoi? Ouais, je reconnais bien ce côté sympathique, tu Ouais, vois, dans... toujours la main tendue, Ouais, toujours. ouais. Alors, c'était très agréable.
Ah, mais ça le rend méchant, toi. Il a joué toute la journée à balayette. Après, il est agressif, quoi. Mais tu vois, pas plus tard qu'hier soir, pendant que ma chère et tendre elle était sortie militer, moi j'avais réussi à coucher les mômes. Quand elle est rentrée, au bout de 2 heures, j'étais toujours en train de préparer le truc avec Wari, donc de prendre des notes, tu sais, que mes 28 bouquins de donge en faisant des comparaisons, en disant alors attends, là oui, ils C'est ont changé ça. un truc. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'étais à fond. Ouais, parce qu'en plus, c'est vraiment très très dense. Alors là, pour la peine, c'est pas cosmétique, hein, on en parlera tout à l'heure dans la vidéo, mais là, il y avait du boulot, quoi. Ouais. Ouais. Ah, il y a du vrai boulot. Ah, bah, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que alors, moi, j'étais même pas au courant que c'était tombé. Hein. C'est JB qui me l'a appris tout à l'heure, qui fait mais si, il y a ça, 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 ça. Alors, si j'ai bien retenu, dans les classes qui sont tombées, Bard, Ranger, et je sais même plus. Roublard, Roublard. Ouais, t'achetais pas sur du voleur. Les experts. les experts. C'est comme ça qu'ils les ont appelés, les experts. Ouais. Les experts. Il y a du vrai changement. La 5.5, ça va pas être cosmétique. C'est pas. Il y a du vrai boulot de fond. Bah, on va pas trop en dire. Ouais, non, mais n'en parlez pas trop. Teaser. De toute façon, Non, mais moi, si je devais résumer, c'est vidéo. là pour le moment, ils réussissent l'exploit de faire du gros changement tout en gardant une compatibilité totale. Et c'est vraiment du beau boulot. Moi, je suis très enthousiaste. C'est vrai, je partage. Alors, moi, je pense qu'on sera d'accord avec Isler tout à l'heure. J'ai quelques réserves sur certaines petites choses. Mais globalement, je suis très, très, très épaté par les modifications. C'est des mises à jour. On sent qu'il y a le retour d'expérience depuis 2014, donc 8 ans que le jeu est pratiqué et que donc ils ont dû avoir un paquet de retours. Et du coup, ils sont venus amener des modifs vraiment de façon assez chirurgicale, je trouve, Ouais. à des mécaniques de règles qui étaient mais hyper chiantes auparavant et qui là tout à coup se retrouvent vraiment simplifiées, clarifiées. C'est très bien, très très bien. Et donc une question DD5, mais sans aucun rapport avec la mécanique, comme ça j'aurais pas besoin de faire semblant que ça m'intéresse. Votre monde préféré? Alors là, l'autre là en bas, là, je pense qu'il va faire Ravnica. Qui ça l'autre? Oui, En 5e édition. Ah oui, en bas pour moi c'est ouais. JB. En 5e édition, dans ce qui est sorti en 5e édition. Ouais, Ravnica. Toi, Wari, ton préféré en 5e? Alors écoute, je suis très en 5e, hein. Ouais. Donc en officiel pour l'instant ça reste les Forgotten Realms, les royaumes oubliés. Mais voilà, je suis malgré tout pas hyper satisfait. Moi j'aurais adoré je sais pas, un retour de setting comme Greyhawk ou comme Blackmoor, tu vois. Là, la semaine dernière, c'était la Blackmoor Week pour célébrer, en fait, tous les ans chez les Américains, ça se fait, pour célébrer Dave Arneson, qui est le co-créateur donc, de Donjons et Dragons. Et ça culmine avec le 1er octobre, qui est la date de naissance de David Arneson, avec la Dave Arneson Day. Voilà. Et du coup, moi, je me suis plongé un petit peu dans Blackmoor, qui est le premier, finalement, setting pour Donjons et Dragons. Putain, c'était franchement pas mal, quoi. C'était vraiment pas mal. Hein. Je comprends que ça soit encore très joué. Il y a une grosse communauté de gens qui sont très attachés à ces settings, Greyhawk, Blackmoor, aux États-Unis, parce que ce sont des settings que je trouve par bien des aspects beaucoup plus matures que les Royaumes oubliés, par exemple, tu vois. D'ailleurs, à noter que le créateur de Index Card RPG, qui a donc pendant toute l'année dernière chroniqué sa campagne de Old School Essentials, parce qu'il joue en Old School Essentials, il la faisait jouer dans Blackmoor. Et donc, voilà. Ah ouais, c'est clair. Moi, je me suis procuré, du coup, pour l'occasion, j'avais envie à Octogone de faire jouer Temple of the Frog. Qui est vraiment un module légendaire et qui est un des rares coécrits par Dave Arneson, vraiment module, et qui se passe donc évidemment dans Blackmoor. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'avais l'impression, vraiment en lisant le module, de retomber aussi dans certaines histoires de Torgal. Alors là, on est sur un tout autre sujet en bande dessinée, mais tu sais, tu avais cette espèce de mix d'état d'esprit que les auteurs avaient, qui était un mélange de fantasy et en même temps de SF, tu vois. Il y avait ce côté-là. Et rien que la couverture, la couve, elle est juste fantastique, où tu vois un groupe d'aventuriers au milieu d'un marécage avec des crapauds géants, des grenouilles géantes tout autour, mais attention, avec des crocs, mais comme des rasoirs. Et puis l'un d'entre eux, tu vois, il a une espèce de flingue, de fusil à la main. Enfin, waouh!
t'as envie de lire ce qui se passe là-dedans, quoi. C'est génial. Hein. Du coup, 2 questions qui se mélangent, mais c'est la faute à Wari. On va Pardon. commencer par la première dans l'ordre. Du coup, votre pas seulement jeu de rôle, vraiment roman, toute création mélangée, qui nous reprend de la fantaisie et de la SF, et pour moi, c'est les Dragons de Perne. Ouais, Anne McCaffrey, ouais, effectivement. Ouais. Et pour vous, c'est quoi la rêve du bon mélange qui passe crème? Alors, je vais faire une réponse qui va pas plaire, mais je trouve que Dune a un côté très SF et fantasy très, très marqué, parce que il y a quand même un côté, le refus de la machine lié au, c'est le djihad, je sais plus comment ça s'appelle, le truc dans Dune qui fait qu'ils ont arrêté les machines pour passer à l'augmentation de l'humain, le retour du combat au corps à corps, il y a le côté presque horde de chevalerie, tu sais, avec les Sardaukar, les machins, et je trouve qu'il y a un côté pour moi très médiéval, science-fiction, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, je suis assez d'accord d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, spontanément, c'est pas ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Effectivement, je suis un petit peu comme toi, Benoît. Anne McCaffrey, la saga des Chevaliers Dragons de Perne, avec l'interstice, avec, comment il s'appelait, Flar, le Chevalier Dragon, qui est le héros du premier cycle, qui est juste waouh, j'adore. On appelait ça, donc c'était les Weyr, les forteresses des chevaliers qui étaient les Weyr des Chevaliers Dragons de Perne. Et ça, c'est juste magnifique, la relation qu'il y avait entre les chevaliers et leurs dragons, cet ordre perdu qui faisait furieusement penser aux chevaliers de Solomni de Kryn. Hein. Et puis surtout ce côté effectivement SF avec cet interstice que seuls les dragons peuvent franchir. Enfin bref, c'est très très bon. Mais en fait, je pense surtout, comme je te le disais il y a un instant, à Torgal, quoi. Ouais, Le bien sûr, cycle, Torgal, le cycle du pays, quoi. L'album hors série L'Enfant des Étoiles. Ah, c'est Pour celui que moi, j'ai c'est mais aussi, dès le ouais. début, hein, dès la magicienne sur l'île des Mergelets. la magicienne trahie, le tout Ouais, premier. c'est ça. Dès le début, Ouais. tu l'as, le mélange enfin, Ouais, fantasy, science-fiction. absolument, absolument. Et là, c'est fabuleux parce que, en plus, juste pour la petite histoire, alors dans les derniers albums, grosse déception dans la communauté Torgal, etc. Parce que je trouve que la fin, c'était le tout dernier album de Rosinski, était voilà, on va pas s'y attarder. Mais la suite renoue avec les origines de Torgal. Là c'est trop beau quoi. Et tu reviens sur cette espèce de mélange d'alchimie vraiment si particulière de SF et de fantasy quoi, qui moi m'a fait rêver quand j'étais ado et voilà quoi. Ok. Pardon, je suis très Ah bavard. non, Hein. non, non, Je mais suis navré. le but, c'est que vous ayez le temps de répondre. Hein. Moi, je suis à peine tendu pour essayer de pas oublier les questions que je dois poser. Parce que tu sais, tu présentes et après, t'es la merde, qu'est-ce que je devais Ouais. dire et tout, je sais plus. Alors, on a lâché les vieux modules. Votre vieux module préféré, si possible en français, histoire que toi, genre, parce que bon, je vous connais, vous allez nous sortir les trucs genre le machin indé qui date de 82, lu par 27 personnes sur la planète, ça ne compte pas, les gars. Il faut un truc, Qu'est-ce que voilà. tu appelles à l'ancienne? À partir de quand? Enfin, jusqu'à quand on peut aller? Mm. Ah, j'oserais même dire avant l'Advanced, vraiment Donjons et Dragons, les vieilles boîtes. Magenta, blanche, rouge compagnie. Et en Les... français, traduit en français. Voilà. Vraiment traduit en français. Ouais, si possible. Après, bon. Si vous voulez 2 catégories, parce que votre chouchou c'est un ricain, faites les 2 catégories. Mais... La cité perdue, il a été traduit ou pas? Ah, je t'aime, toi, des fois. Hein. Alors, il a été traduit, mais c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'on parle de traduction officielle ou Oui. officieuse? Hop, 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 hop. Ah, du coup, on est d'accord que la cité perdue dans les vieux modules, c'est une tuerie. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un très bon module, c'est vrai, c'est vrai. Alors attends, parce que alors là, tu m'en poses une belle dans celles qui ont été traduites. Dans les modules D et D. Alors, je t'avoue que c'est assez compliqué. Enfin pour moi en tout cas, c'est assez compliqué parce que à cette époque-là, j'avais pas le pognon pour les acheter. Et oui, comme tout le monde. Voilà, j'avais pas le fric, donc je passais à la boutique et puis je bavais comme un con dessus, et puis voilà quoi. Et donc il y en a pas mal que j'ai eu a posteriori, mais du coup je fais plus le distinguo entre traduit, pas traduit, parce que la plupart je les lis, enfin je les lis en VO aussi, tu vois. Donc et puis tu as les traductions aussi officieuses.
que tu peux voir passer. Je sais pas, Isler, si tu peux développer. Moi, je vais regarder, je vais te répondre dans un tout petit instant. Après, le truc, c'est que si on part, je suis exactement dans le même cas de figure que Wari, c'est-à-dire que je serais bien emmerdé maintenant pour te dire ce qui a été traduit, pas traduit, et je vais botter en touche pour te dire ce qui moi me faisait triper quand je lisais à l'époque, et en fait, je vais pas te répondre DD à DD, je vais te répondre Terre de légende, et les scénars qui étaient livrés avec les bouquins, notamment il y a des campagnes qui étaient vraiment bien dans mon souvenir. Même gamin, je m'étais dit, c'est assez stylé. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance. Ou l'œil noir, à la limite. Tu as quand même quelques modules de Ah l'œil oui. noir qui étaient Ah, vraiment très très bons. Du coup, Terre de légende, avec la version livre dont vous êtes le héros, ou vraiment la version jeu de rôle? Parce que tu sais, il y avait la grosse campagne livre dont vous êtes le héros, Alors, il fallait adopter en soi-même. fait, et là, je vais repasser en mode pédant. En, en fait, Comme d'hab. tu confonds Terre de légende et l'épée des légendes. Ah oui. Voilà. Mais sauf que ah oui, c'est la vrai. légende se C'est- passe dans c'est- l'univers de Terre de légende. Voilà, et je vais passer C'est en la mode campagne de Terre de légende en version livre dont vous êtes le héros. Et je vais passer en mode pédant plus. Et attention, parce que tu sais que j'ai été champion du monde de pédanterie. En fait, tu confonds Dragon Warriors et Blood Sword. Oh putain. Voilà. C'est ça que. Oh là 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 là. Ouais, mais genre ça, moi je les connais en français. Mais parce que la grosse campagne qu'il y a dans Terre de légende, juste Terre de légende, le jeu de rôle, c'est dans le tome 6 quand ils amènent, quand ils ouvrent sur le monde. Mais mais il y a des scénars avant, en fait. Sur les 6 bouquins, tu as, Bah, il y en a dans plusieurs. chaque des scénars. Ouais, mais oui, non, je sais plus. Mais disons que. Le premier bouquin qui est que de scénar, en fait, c'est sur le tome 3. Et c'est une histoire de. Tu as 3 scénarios différents, il faut reprendre un cristal elfique, et C'est ça. tu fais la porte qui t'amène au trésor. Ouais. Et, enfin, les aventures pour les deux, c'est super dur, l'air de rien. Alors, j'ai ma réponse. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je m'en suis rappelé. Le truc qui m'avait fait kiffer à l'époque, et ça faisait partie des premiers modules que j'avais pu me payer, c'était la trilogie des avatars, et qui a été traduite en français, à savoir Shadowdale, Valombre, Tantras, et le dernier, c'était... alors, attends, tu avais Shadowdale, donc tu avais Valombre, tu avais Tantras, et tu avais Eau Profonde, Waterdeep, et qui était une trilogie qui a été traduite en français et qui était une trilogie qui avait été faite pour, parce que ça se faisait à l'époque, justifier en fait les changements de règles du passage de AD&D 1 à AD&D 2, avec justement la chute des dieux dans les royaumes oubliés qui étaient rejetés de leur royaume par AO, et chacun d'entre eux donc s'incarnait dans un avatar, et les tablettes des dieux avaient été volées par, c'était Myrcule, Baal, enfin la triade des ordures là, et il fallait, les aventuriers donc partaient de Valombre avec Elminster, et puis ils devaient partir dans un périple à travers les royaumes oubliés pour retrouver les tablettes du destin, ce qui permettrait aux dieux de repartir dans les... Ça, c'est un truc. Mais ils l'ont sorti en module jouable, parce que moi je connaissais Tout que à les fait. romans. Eh ben Je ouais, mais savais c'est... pas qu'il y Ah avait ouais. jouable. Absolument, en module jouable. Alors, il me semble, je te dis que ça a été traduit. Il me semble que ça a été traduit. Putain, j'ai un doute là. Est-ce que ça a été traduit ou pas? Je lisais en anglais, tu vois, donc je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça avait été le premier truc. Et en plus, il y avait ce côté changement d'édition. C'était assez sympa. Tu vois, par exemple, ils se sont pas donné la peine de faire ça pour la 3 à la 4, avec The Sundering. Il y a la Spell Plague Oui, en mais il n'y a pas eu de 4. scénar. Non, mais il n'y a pas eu de scénar, je veux Ah dire. oui, pardon, d'accord, ok. Ouais, C'est ouais. ça que je veux dire. Il n'y a pas eu, tu vois, ils n'ont pas écrit une. Voilà, ils n'ont pas pris la peine d'écrire un truc. Et ceci dit, ils ont bien fait, puisqu'en passant de la 4 à la 5, hop là, ils sont revenus en arrière. Donc ça aurait fait un peu fouillis, quoi. Du coup, de toute façon, entre la 3 et la 4, il y a presque un siècle de différence. La timeline, elle se prend une bonne Mais en avancée. fait, si tu pars des core rules des deux triptyques, en fait, le problème, c'est que dans le triptyque de la 3, c'est Greywalk qui est univers de référence, alors que dans le triptyque de la 4, c'est le Val de Nantir qui est univers de référence. Donc, c'est l'univers Point of Light. C'est plus la même cosmogonie, puisqu'on est passé de la Great Wheel au World Tree, je crois que c'est Ouais, je crois que c'est ça, oui. Donc, en fait, c'est plus du tout la même chose. Ils ont vraiment changé énormément de choses entre la 3 et la 4. Donc, il ne faut pas faire une continuité. Un peu dans ma tête à cause du côté les royaumes oubliés qui se prennent plus d'un siècle. Oui, mais parce que les royaumes oubliés ne sont univers par défaut d'aucune de ces deux éditions. Les royaumes oubliés, c'est l'univers par défaut de DD5, mais en 3 et en 4,
c'est des suppléments, en fait, c'est des mondes parallèles. Et là, il y a une continuité avec cette fameuse Spell Plague avec laquelle je vous bassine depuis tout à l'heure, qui effectivement change tout, change la magie, change la cosmogonie et tout. Et tout. C'est ça, où tu retrouves le continent Aber, Aber ressurgi, etc. Et ça, ils l'ont Euh, pas fait en scénar? non, c'est juste expliqué. Si tu prends le manuel des royaumes oubliés de D&D 4, tu as effectivement un passage qui explique The Sundering, la fracture, voilà. Mais il n'y a pas eu de scénar, si tu veux, contrairement au passage de AD&D 1 à 2, où ils ont quand même cherché, malgré tout, à trouver un narratif qui permette un petit peu d'expliquer les changements de règles. Et ils l'avaient fait d'ailleurs pour Dragonlance aussi. Il y a un supplément Dragonlance, c'était pas un scénar, mais tu as quand même un supplément Dragonlance qui permettait un petit peu d'adapter les modifications entre AD&D 1 et 2. Ok. Mm. Ouais, je savais pas du tout qu'ils avaient pas fait pour. Enfin, vu que je regardais que les trucs en français, toi, je savais pas si ça avait pas été traduit ou machin ou non, ça n'a juste pas existé, quoi. Non, ça Alors a que juste c'est une été période expliqué. super intéressante à jouer. Il se passe des tas de trucs. Bah, par exemple, la naissance des Drachéides dans les Royaumes oubliés, c'est comme ça qu'ils l'amènent. C'est avec the Sundering, avec l'apparition de Aber ressurgi, que les Drachéides qui n'existaient pas en D&D 3, bah voilà, ils les ont hop. Parce que tu te retrouves avec une nouvelle race tout à coup. T'imagines les gens comme moi, on est des centaines, on est des milliers à avoir joué dans les Royaumes oubliés, Drachéides, Kezako. La seule chose qui ressemblait à ça, c'était les Draconiens, mais c'était dans un autre monde, c'était sur Kryn, tu vois. Et puis tout à coup, tu te retrouves avec une nouvelle race. Et puis les Tieflins, même s'ils étaient abordés, mais bon, pareil, quoi. Bon, voilà. Et tout à coup, et c'est pour ça qu'ils ont pondu cette histoire de Aber ressurgi, qui avait été projeté dans une autre dimension pour faire court. Voilà. Il y avait des trucs très très sympas d'ailleurs dans la Spell Plague. Hein. C'était le seul truc moi qui me niflait un petit peu, c'était avec Midnight, avec Minuit. La déesse de la magie qui meurt un certain nombre de fois et puis qui revient. Enfin bon. Ouais, ça fait un peu Marvel, là. Complètement. Complètement. De toute façon, dans les Royaumes oubliés, c'est un petit peu comme chez Marvel, tu meurs jamais vraiment. Ouais, mais c'est de la super héroïque fantasy Ouais. de toute manière. Ouais. Et du coup, les spécialistes, là, vous avez le droit de sortir des trucs pas du tout connus. On était dans les royaumes. Votre sous-cadre de royaume qui est votre truc préféré. Il y a Al-Qadim, il y a le Ouais. machin avec la magie, enfin, il y en a tellement que j'arriverai même pas à les lister. C'est lequel votre truc de référence de sous-royaume? Alors, pardon. Peut-être Isler, tu as déjà une réponse? Non, mais j'ai une réponse très simple, c'est parce que moi, en fait, les Royaumes oubliés, je les connais pas du tout. Moi, je connais ce qui est sorti en 5e édition, donc je vais te répondre la Côte des épées, puisque par définition, Alors, c'est ça. alors moi j'adore les Royaumes oubliés. Le tout premier supplément que j'ai acheté avec mes petits sous-sous d'ado, c'était la boîte Forgotten Realms en anglais. Devant laquelle j'ai bavé pendant des mois au Bazar du Bizarre, qui était une boutique à peu près 20 mètres de mon école primaire. Donc je passais tous les jours devant, j'économisais, et c'est ça, elle était en anglais. Hein, et j'ai fini par pouvoir me la payer. Donc les Royaumes oubliés, c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer très tôt. Et en fait, il y a deux choses. La première, ce que je déteste, ce que j'abhorre, c'est Mastica. Voilà. Mastica, c'est-à-dire les Aztèques à la sauce Royaumes oubliés, avec des nains en armure de conquistador, des elfes à la Pissarro. Enfin bon, c'est des trucs complètement de dingue, quoi. Mastica, quand même. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est. Alors, c'est une partie des royaumes que j'aime. Bah, c'est la frontière sauvage. C'est la frontière sauvage qui a eu son propre supplément, qui est toute la zone au nord des royaumes oubliés jusqu'à l'épine dorsale du monde. Et au-delà, donc, tu as 10 cités avec le Valbise, etc. Mais toute cette zone-là, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la seule zone qui est détaillée dans le tout dernier supplément des 5, la Côte des Épées. La Côte des Épées avec la frontière sauvage. Pourquoi ils ont choisi cette partie-là? C'est la plus emblématique des royaumes oubliés. Et puis c'est celle qui correspond le plus à un donjon sans grands axes, où tu peux mettre tes joueurs n'importe où. Il y a toujours des petits trucs, il y a des petites villes, c'est la civilisation, enfin des petits points, les points of C'est light ça. en fait. C'est exactement ça. Tu as par exemple l'Alliance des Seigneurs. L'Alliance des Seigneurs qui est une espèce d'alliance entre les différentes cités, Lunargent, Eau Profonde, Baldur's Gate, qui essaye un petit peu de survivre
et de tenir en échec les hordes d'orques et de sauvageries, de géants qui arrivent de l'épine dorsale du monde. Donc, tu as aussi un aspect géopolitique. Tu as combien d'empires elfiques qui se sont trouvés là, ne serait-ce que Evreska, enfin, rien que le scénario Under Ilfarn, voilà, tu te rends compte que la zone, elle a je sais pas combien de milliers d'années d'existence. Alors, les nains, je t'en parle même pas avec l'empire d'Elzun et les Gold Dwarfs du Nord. C'est une zone qui est extrêmement riche. Et d'ailleurs, dans le livret du MJ de la boîte originale des Royaumes oubliés, j'aime beaucoup, tu as une espèce de petit dessin. Ils ont mis à l'échelle les Royaumes oubliés, enfin, le Ponant et le Mitan, et ils ont comparé ça à l'échelle avec les États-Unis. Et à l'échelle, je crois que tu as, de mémoire, 3 ou 4 fois les États-Unis d'Amérique. C'est trop. C'est énorme. C'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai qu'on a la petite carte, tu te rends pas compte peut-être que c'est aussi immense, quoi. Quand tu pars complètement à l'est, jusqu'à la Mulhorande, etc. Mais il y a une... Mais je m'étais fait la même remarque, c'est un léger pas de côté, mais ça reste sur cette thématique-là. Dans Adventure in Middle-earth, ils te disent, voilà quelle est la taille de Mirkwood. Et en fait, la forêt est monstrueuse. Elle est immense. Voilà, c'est un pays, le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu traverses Mirkwood, c'est que tu traverses l'Europe, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et toutes les zones qui sont à l'est, en fait, c'est tellement étendu que tu peux pas espérer exploiter un tel setting, on va dire, à l'échelle d'une campagne. Enfin, c'est juste trop grand, quoi. C'est trop grand. Et c'est dommage, parce que dispatché aux 4 coins, il y a des zones hyper intéressantes. Tu prends les magiciens rouges du thé, par exemple. Hein. Enfin, c'est génial l'opposition qu'il y a là-bas entre les magiciens rouges et la fameuse l'une des 7 sœurs. Voilà, t'as les veaux aussi, hein, avec le Valombre, le Valdag, le Valbise, enfin pas le Valbise, mais t'as tous les veaux qui sont là avec Elminster notamment. Ils ont fait, par contre, ils ont. Bouh, Elminster, bouh. Eh ouais, bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'était l'ersatz. La Symbule, Ouais, Elminster, il prend trop de place, faut nous parler de la Symbule. Ah, si tu veux parler de la Symbule, eh ben t'es au courant de. Je crois qu'il y a une histoire de. Ah oui, bah oui, non mais. La Symbule, elle sort avec mes persos, elle va pas toucher le vieux papy, là, l'autre. Elminster à son âge, quoi, il a pas fini, quoi. Ben, c'était pas ma préférée. Moi, c'était plutôt comment elle s'appelait, la femme de Kelben. Kelben Arunsol, le bâton noir de Eau Profonde. Ouais. Et dont l'épouse est une des 7 sœurs aussi, et qui hérite d'ailleurs de son bâton noir dans le setting. Et en 5e édition, c'est plus elle. C'est déjà plus elle. Ouais, c'est une jeune nana qui a été son apprentie qui hérite du bâton noir. Ouais, c'est Main d'Argent, Silverhand, l'Aéral Silverhand. Oragi Main d'Argent. Tiens, Oragi Main d'Argent. Et c'est vrai, tu as raison, c'est l'Aéral. Exactement, c'est l'Aéral, et c'est l'une des 7 sœurs. Bon, on parle jamais de l'une des 7 sœurs qui est une elfe noire. Bon, enfin bref, il y a tellement de... C'est ce truc de ouf, quoi. Et d'ailleurs, pendant que je vous tiens sous la main, là, elle est bien informée, les foufous. Elle devient quoi, la première porteuse du mâche-feu, là, qu'on a dans les romans, les vieux trucs en roman? Ah oui, comment elle s'appelait? Bah, c'était Storm, non? C'était pas Oragi? Attends, je sais. C'est la première qui manifeste Je garde un souvenir tellement apocalyptique de la lecture de Mâche-Feu, où même enfant, je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui marchait pas. On est d'accord. Il manque des bouts du livre. J'ai pas compris. C'est clair que. Ouais, c'est sûr que enfin, pour moi, c'est pas un souvenir de lecture. Non. Une série que j'avais plutôt appréciée. On était ados, tout d'un coup, on nous parle du mâche-feu, un truc super magique. On était là. Je le veux. C'est sûr. Mais une de celles que j'ai préférées, que je trouvais peut-être les mieux traduites, c'est celle des Moonshine. La trilogie du Dark Walker, qui était donc le marcheur des ténèbres dans les Lunae, les îles Lunae, complètement à l'ouest justement de la côte des épées, et qui était dans un contexte très arthurien, très celtique. À noter que ce contexte-là, il y a un supplément officiel sur la DM's Guild. Donc, pourquoi il est officiel parce qu'il ne sera jamais en boutique et qu'il est exclusif à la DM Guild. Mais comme l'auteur des Royaumes oubliés, dont le nom va me revenir, Ed Greenwood. Ed Greenwood a collaboré. Tout ce que produit Ed Greenwood. Ah oui,
C'est vrai, t'as raison. Tout ce que produit Ed Greenwood est considéré comme canon par Wizards of the Coast, ça fait partie de leur contrat, donc il y a un supplément Moonshine sur la DM's Guild officielle. Attention, pour ce qui est canon, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, il y a un billet de Chris Perkins qui est sorti. Le canon, on s'en fout. Tu l'as vu? Qui m'a fait délirer et qui est plutôt sympa parce qu'il s'est quand même fendu d'un texte sur le site de Wizards of the Coast où en gros, si tu veux, la question c'est qu'est-ce qui est canon en D&D 5 quoi, et où sa réponse en substance c'est en fait pour pas dissuader les gens, pour vraiment clarifier la situation, on part du principe que les seules choses qui sont véritablement canon c'est le triptyque de base. Tout le reste c'est ce qui est à votre table qui est canon. Point. Après, on reste sur des trucs de base. Voilà, il dit oui. Alors, les elfes noirs, oui, ce sont des créatures qui vivent dans l'outre-terre. Bon, voilà, ça, on peut considérer que c'est canon. En gros, ça revient à dire que les géants sont grands et que les nains sont petits. On peut se mettre d'accord là-dessus. Après, pour tout le reste, ce que vous ferez chez vous, c'est canon. Vous emmerdez pas avec ça. J'avoue que moi, j'avais trouvé ce com plutôt... c'est finaux pour un éditeur. Enfin, sur tous les tableaux, ça réconcilie les vieux et les jeunes qui arrêtent de s'engueuler pour savoir c'est mon édition qui a raison. Ça simplifie un truc parce qu'il y a eu tellement de sorties différentes pour DD5. Si vous voulez canoniser un vrai lore machin, ça allait être casse-tête, ça allait faire des guéguerres d'école. Le problème, niveau financier, c'est très bien vu aussi. Le problème, c'est que DD maintenant. Non, mais c'est moi qui essaie de te couper parce que quand tu parles, ça m'énerve, ça m'agace, ça devient désagréable. C'est ça. Parce plus que je tu le te recoiffes tout le temps, c'est insupportable. En fait, le truc, c'est que DD a atteint la même masse critique que Marvel et DC Comics. C'est-à-dire qu'on a de la sortie depuis 1974. Donc, au bout d'un moment, le canon, c'est impossible de le tenir. Tu as forcément deux trucs qui vont se contredire. Donc, autant considérer. Et là, je les trouve intelligents, effectivement, de dire bon, écoutez, le canon, c'est ce qui se passe à votre table. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, sincèrement, de vous à moi, moi, j'ai le souvenir ado d'avoir participé à un tournoi de jeux de rôle. Et oui, parce qu'à l'époque, il y avait des tournois de jeux de rôle, pas des salons et des conventions, des tournois où les maîtres de jeu étaient notés, les joueurs étaient notés, etc. Ça reste des souvenirs fabuleux, quoi qu'on en pense aujourd'hui. Et je me souviens avoir eu un joueur qui était bien plus âgé que moi. Et donc, j'avais fait un scénario dans les Roms oubliés, puis qui, à un moment donné, me dit « Ah non, là, tu vois, là, ce que tu dis, là, dans ton scénar, ça colle pas parce que tu comprends dans la boîte The North, la cité de Daggerford, l'idée de la dague, non, le seigneur, c'est ça. Et ça m'avait presque traumatisé, quoi. Mais bien sûr, c'est super agressif. Je crois qu'il est mort dans le quart d'heure, mais on a eu une discussion. Non, j'avais essayé d'être sympa, mais je sentais, si tu veux, que mon autorité de maître de jeu, là, elle se jouait. Le gars était en train de prendre le lead, et c'était où vraiment je prenais une décision drastique, où je perdais toute crédibilité aux yeux des autres joueurs. Mais ça m'a vraiment permis de mettre le focus sur l'idée que, non, mec, on est à ma table. On est à ma table, et ce qui est canon, c'est ce que je te dis, moi. Donc, c'est bien que tu aies cette connaissance-là. Quand tu seras maître de jeu, c'est ce qui sera appliqué. Mais moi, ici, à ma table, c'est ça qui se passe, quoi. Et pas autre chose. Tu vois, pour dire que le gatekeeping, ça date pas d'hier. Hein. Le mec va t'expliquer que fait, il sait mieux que toi et que toi, tu te trompes. C'est ça. Alors que quand même, le principe de base des gens... Moi, le scénar, et là, normalement, c'est pas ce qui se passe. Ah, putain, attends, on est peut-être pas loin d'avoir vécu ce genre de truc aussi. Hein. Non, c'est dingue. Et du coup, parce que je regarde l'heure, je vous rappelle que techniquement, c'est pas avec moi que vous deviez faire une vidéo. Bah ouais, mais bon. Juste comme ça. Je te rappelle que techniquement, tu nous avais appâté avec, je cite, une petite vidéo de 5 minutes. Ouais, mais c'est pour ça, je regarde l'heure, je me dis merde, vous avez votre truc à faire. Donc, dernière question, et je vous lâche la grappe. Hors DD5 et hors Medfan, le jeu de rôle qui a pris de la place dans votre petit cœur. Voire petit cœur moisi pour JB, mais c'est pas grave. Putain. Bon, il y en a 3. Ouais, ou bah. Vas-y. Ouais, je vais. Alors, moi, il y en a 3. Il y en a un, c'est pas du jeu, c'est Donjons et compagnie, qui est vraiment un petit coup de cœur parce que il y a le système de Makato Monster qui est du D&D Light, qui est très agréable à jouer, et puis il y a la proposition qui est chouette, quoi. Tu te retrouves enfin de l'autre côté. Moi, ça m'a tellement furieusement rappelé les aventures de Croque-le-Beau, tu vois, et puis bossant pour une grosse entreprise de produits culturels française, ça me parle tout ce qui est tu vois, organisation avec la mercatique, la production, etc. Voilà, ça me parle trop bien. Bon, il y a ça.
évidemment l'Empire des Cerisiers de San Filippo, qui est pour moi vraiment une très très grande découverte. Et Meute. Ok. Meute qui pour moi est vraiment une proposition d'une très grande originalité. Et il y a un parti pris parce que je suis co-auteur sur un des suppléments qui va paraître. Mais si je suis co-auteur, c'est parce que je suis tombé amoureux du jeu, pas l'inverse. Donc voilà. Sur les 3, quand même, il y en avait 2, c'était des Medfan. J'allais être embêté sur du non Medfan, mais c'est bon. Meute, c'est non Medfan. Meute, voilà. JB. Bah moi, ma grosse claque ludique, mais on va dire que c'est purement mécanique, hein, ma grosse claque ludique de ces dernières années, ça a été Abstract Dungeon. Je m'en suis jamais caché. Mes premières parties, ça a été la tête qui explose en se disant ah bon, on peut aussi faire ça en jeu de rôle. En fait, c'est trop bien. Donc voilà. Et puis sinon, bah, je vais parler de mes vieilles passions, parce que moi maintenant, actuellement, je fais plus que du DD, matin, midi et soir, je mange DD, je dors DD, voilà. Mais avant, j'étais un gros Cyrose fanboy, donc j'étais notamment un gros dingo de Innomine Satanis, Magna Veritas et Bloodlust. Et j'ai aussi, accessoirement, j'ai été un gros joueur de Ambre. Et voilà, donc je reste un fan de l'univers de Fantasy. T'as toujours les bouquins? J'ai la collection époque de Noël, dont un dédicacé par Florence. Non, mais je parle des bouquins de JDR. Les JDR, manuels. j'ai le livre de base. J'ai jamais pris Putain. Shadow Knight. J'ai même le tarot. Tu as le tarot? J'ai le tarot. Et j'ai jamais pris Shadow Knight parce qu'en fait, j'aime pas tellement le cycle de Corwin. De Merlin. Je suis très fan du cycle de Corwin, mais le cycle de Merlin, je le trouve un peu trop super-héroïque. Ah oui, là, c'est du beau, effectivement. Voilà. Du coup, je vais vous rendre votre liberté là-dessus, puis surtout que par Ambre, en fait, on est reparti pour une demi-heure. Tout le monde va avoir des trucs à dire hein, entre le Diskless, les bouquins super rush totalement indispensables et que pourtant tout le monde court après parce que je veux une couverture de Florence Magnin. Bah oui. Alors juste rappelons, puisqu'on est dans le pareil pédanterie plus 3, que Ambre, comme beaucoup de Donjons et Dragons, Ambre a été cloné. Ça s'appelle Lord of Gossamers and Shadows, et donc c'est toute la mécanique du Ambre de Wujik, c'est ça, qui a été cloné, qui est donc achetable en print on demand actuellement facilement. Quoi. Et sans oublier que si tu veux juste de magnifiques illustrations de Florence Magnin, tu as quand même chez Nesty Vennen Édition un artbook qui est sorti fin de l'année dernière, qui est magnifique. Magnifique. Voilà, qui est très bien, je suis d'accord. Ouais. Avec un jeu de loi avec lequel je joue avec les filles, un jeu de loi par Florence Magnin. Ah, en plus, tu vois, donc voilà. Ça sera votre mot de la fin? Bah, on est obligé quand même, hein, parce qu'alors là, sinon... Vous avez pas envie, mais bon. Hein j'arrête l'enregistrement, et puis après, de toute façon, je vous fous la paix. Merci d'être passé. Puis, bah, voilà. Merci, vieux geek. Ah bah, de rien.